Mais connaît pas mal le remoting et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà sont déjà passés entre ses pattes en fait en termes de remoting. Là cette fois-ci, il va vous parler d'une nouvelle technologie, une technologie qui est en fait la suivante par rapport au remoting, c'est WCF. Et je demande en fait à Pascal Bello et à Pierre Cousy de rentrer et puis allez-y. Rien de tel qu'un bon Stevie Wonder pour démarrer une bonne session sur WCF. Donc bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ces docks de Paris pour la plus que 10e édition des Dev Days. À partir de maintenant, on va parler d'une nouvelle plateforme qui va sortir en même temps que Vista, qui s'appelle WinFX. WinFX, c'est une couche au-dessus du .NET Framework 2.0, tel que vous le connaissez aujourd'hui, et c'est une couche qui comprend plusieurs briques. On va notamment parler avec Pierre Cousy de Winwise de deux briques ce matin, à savoir Windows Communication Foundation, qui est l'ensemble de la plateforme qui va permettre de développer des applications distribuées, et on va voir en quoi elle est novatrice. Et la deuxième session qu'on va faire ce matin avant de manger, c'est sur le workflow. Donc on va voir qu'on a une brique de workflow qui a été amenée avec WinFX et qui va vous permettre de développer des applications qui auraient éventuellement besoin de workflow. Je vais passer la parole à Pierre qui va vous faire les slides de WCF. Oui, donc je vais essayer d'aller rapidement là-dessus parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble en termes de démo. Alors, juste un petit point d'abord sur la communication chez Microsoft. On a beaucoup d'API à notre disposition qui ont toutes été écrites à des moments divers dans le but de répondre à un besoin de communication réseau, un besoin de communication asynchrone, etc. Elle marche très bien. Le problème, c'est que la décision de la couche de communication, elle est faite aujourd'hui au moment du design. C'est le développeur qui introduit la couche de communication dans son code. Et lorsque vous voulez ensuite changer, dire j'étais en réseau local, je passe avec des partenaires sur du HTTP, il faut revenir à la case développeur juste pour cette couche de communication. Et ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de contraintes. Ce qu'on aimerait faire à partir de maintenant, qu'on avait un petit peu commencé avec le remoting, c'est donner la possibilité de redéployer une application, de changer ses modes de communication, sans revenir sur le binaire. Pour faire ça, on a une couche qui s'appelle WCF, qui va vous permettre de représenter un modèle unifié. Donc c'est toutes les couches de communication que vous aviez l'habitude de manipuler. On va vous donner un équivalent, mais au lieu d'avoir 40 API à votre disposition, vous allez avoir une API centralisée qui va couvrir tous les besoins. Et du coup, c'est le même code écrit par le même développeur une seule fois qui permettra de répondre à ces différents besoins. Alors cette couche, elle a trois objectifs de conception. Donc le premier, c'est l'unification. Ça c'est tout simple. On va pouvoir travailler sur différents modes de communication. Une orientation service, puisque c'est là-dedans qu'aujourd'hui sont en train de partir nos différentes architectures. Donc comment est-ce qu'on intègre ces dimensions de orientation, web service, etc. C'est natif également dans WCF. Et intégration, on n'est plus isolé sur notre planète, on a beaucoup de plateformes autour de nous, on veut papoter avec l'intégralité de ces plateformes. On est situé, donc ce que disait Pascal à l'instant, dans WinFX, on est en haut à droite, là, le petit bloc de communication que vous voyez et qui vous présente tous ces éléments. Alors, de façon plus concrète, c'est quoi WCF? C'est un trio que vous devez systématiquement mettre en œuvre lorsque vous voulez communiquer. Ce trio, il est composé d'abord d'un contrat de communication. Donc, en gros, quelle est la liste des méthodes que vous exposez, et puis quelles sont les structures que vous allez échanger entre un client et un serveur. Ça, c'est la partie contrat. C'est ce que le développeur va écrire en premier, c'est là-dedans que les specs vont se focaliser. Une fois qu'on sait comment on a envie de discuter, ce qu'on a envie de se raconter, il faut déterminer le mode de conversation qu'on va établir, donc le protocole sur lequel on va travailler. C'est la partie binding. On pourra travailler en HTTP, on pourra travailler
sur une couche TCP. On pourra travailler directement en mémoire, on pourra travailler par une file de messages. Ben, c'est simplement le protocole, si j'ose dire, le transport associé. Et enfin, au moment où on va déployer une fausse information très concrète, c'est l'adresse qui représente le détail de cette couche de communication. Voilà, donc au bout du compte, entre votre client et vos services, vous aurez des points de communication, et ces points de communication, vous allez retrouver ce trio. À chaque fois, quelle est la discussion que je veux établir avec le partenaire qui est en face, c'est mon contrat. Quel est mon mode de communication, donc comment est-ce que je veux parler, et enfin, où se situe le partenaire qui est en face, où se situe l'application qui est en face. Bon, ce sont des choses qui sont familières. Je vous parlais d'orientation service, vous voyez ici l'équivalent web service de ce que je viens de vous raconter. Un point très important, le développeur travaille sur le contrat, ça c'est pas modifiable. Par contre, comment est-ce qu'on va en face et où est situé en face, ça sera modifiable par configuration. Bon, il y a une couche technique qui est derrière ça, qui est relativement complexe. La partie importante, c'est que cette complexité, elle est prise en charge par les API, vous n'allez pas la manipuler directement. Et je pense que la façon la plus simple de la mettre en œuvre, c'est de demander à Pascal de vous présenter justement toute une petite suite de démos sur ces éléments-là. Merci Pierre. Donc on va essayer d'illustrer tout le reste du temps par des démos les concepts que Pierre vous a exposés. Alors comme disait David Vincent, tout démarre avec un projet classique que vous allez développer et qui contient une classe que vous appelez localement. Donc cette classe s'appelle ici premier service et tout ce qu'elle fait c'est qu'elle expose deux fonctions qui s'appellent majuscules et minuscules. Donc ça c'est le scénario classique, vous avez une classe, vous l'appelez en local. Et puis, vous n'êtes pas trop tenté par faire du distribué, peut-être parce que vous ne savez pas comment faire, vous pensez que c'est compliqué. Et bien, je vais vous montrer les étapes qu'il faut pour passer d'une classe comme ça que vous appelez en local à une classe que vous allez rendre disponible sur un serveur pour que le client puisse l'appeler de manière distante. Alors, la première chose, c'est que WCF va reposer principalement sur des notions d'interface. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une interface, c'est simplement un contrat au sens objet du terme. C'est un contrat qui dit qu'il faut que la classe qui va implémenter ce contrat, effectivement, implémente telle propriété, telle méthode ou tel événement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau projet de type Class Library, donc une bibliothèque. On va l'appeler WCF Interface, au pluriel. Ici, une classe par défaut, je vais la supprimer. Et puis, je vais simplement rajouter une nouvelle interface, donc ajouter un nouvel élément. Et puis on va voir que parmi la liste des objets que me propose, donc vous remarquerez que je vais faire toutes mes démos en visualbasic.net, 100% des démos seront en VB. Donc là, vous voyez qu'il y a un objet de type interface, mais il est en fait assez aisé de passer à C#. Il y a 2-3 choses à connaître de différence que je vous dirai au fur et à mesure. Alors, on va se créer donc une interface qui s'appelle i-premier service. C'est souvent la règle, on commence une interface par i. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre mon code ici, CTRL-C, venir dans l'interface, CTRL-V. Je vais faire la même chose pour minuscule, CTRL-C, je reviens dans l'interface, CTRL-V. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement dire à la DLL que je veux implémenter cette interface. Donc je reviens dans ma librairie ici, et j'ajoute une référence à quoi? Au projet interface. Donc je le fais ici, en double-cliquant sur W interface. Et maintenant, je reviens dans ma classe, et j'indique que cette classe est censée implémenter l'interface qui se trouve dans WCF interface. Alors là, VB se plaint en disant, bon d'accord, t'es gentil, tu m'as dit que tu t'engageais à implémenter une interface, j'ai pas encore trouvé les méthodes qui implémentent cette interface. Donc en VB, on indique qu'on implémente une interface en rajoutant le mot-clé implements, en indiquant quelle est la méthode exacte de l'interface que cette méthode est censée implémenter. On va faire exactement pareil pour minuscule, sauf qu'on va remplacer majuscule par minuscule. Voilà, donc là tout ce que je viens de faire, c'est de faire une interface et l'implémenter dans une classe. Maintenant, comment je vais faire pour exposer cette classe en WCF, Windows Communication Foundation? Eh bien, vous allez voir qu'on va plus se préoccuper de l'implémentation de la classe, mais simplement de l'interface. On va tout régler au niveau de l'interface. Donc la première chose déjà, Pierre vous en a parlé, il y a une assembly, une DLL.NET qui s'appelle system.serviceModel, et c'est là-dedans que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour faire du WCF. Donc je la cherche ici, je la trouve ici, là voilà, system.serviceModel. Donc c'est celle-là que vous devrez référencer systématiquement dès que vous voulez faire du WCF. Pour dire que l'interface ici est disponible à distance, il suffit simplement de positionner un attribut qui va s'appeler Service Contract en en-tête de l'interface. C'est tout. Le simple fait d'avoir fait ça, on indique à la plateforme, prépare-toi à exposer cette interface. C'est pas parce que vous avez dit ça sur l'interface que vous souhaitez forcément que toutes les méthodes et les propriétés de votre interface soient disponibles. C'est pour ça qu'ici, on va vous demander de rajouter un deuxième attribut qui s'appelle Opération Contract, cette fois-ci, devant chacune des méthodes que vous souhaitez exposer à l'extérieur.
Voilà, on vient de faire le premier tiers du travail. On vient de développer une DLL qui est maintenant facilement exposable en WCF. Maintenant, comment on va l'exposer côté serveur? Je viens de parler d'une DLL. Or, vous savez bien que si vous double-cliquez depuis l'Explorer sur une DLL, il ne se passe rien. Ce n'est pas un exécutable en soi, c'est une librairie. Donc, il va falloir un hébergeur, ce qu'on appelle un host, pour pouvoir héberger cette DLL. Ce host, on peut le développer de plusieurs manières. On peut faire une application console, une application Windows, l'héberger dans IIS, ou faire un service Windows qui tournerait sous Windows Server 2003 en permanence, par exemple. Alors, pour commencer simple, on va se créer un host de type console. Donc, on va faire une console ici qu'on va appeler host. Donc, cette console, c'est simplement un programme console donc, qui va s'exécuter avec une classe que je vais rebaptiser mon module. Alors, de quoi j'ai besoin maintenant côté host? Eh bien, la même chose. Il va bien falloir côté host, puisque je fais du WCF, aller référencer la même assembly. Donc, la fameuse système.service-model. Donc, c'est la dernière fois que je vous la montre, elle est là, système.service-model. Après, je la référencerai un peu plus rapidement. Ensuite, qui est censé héberger le host? Le host est censé héberger les services fournis par ces assemblies, par la librairie. Donc c'est pour ça que, bien entendu, il va falloir aller référencer dans le host à la fois l'interface et la librairie. Donc là, on est bien en train de parler de quelque chose qui va s'exécuter côté serveur. Alors maintenant, on va pouvoir donc définir une classe qui s'appelle service host. Et cette classe, c'est justement la classe qui va vous permettre d'héberger n'importe quel service au sens WCF du terme. Donc on va instancier cette classe, et vous allez remarquer que cette classe prend, dans le constructeur, le type de la classe qui contient l'implémentation. Donc le type de la classe qui contient l'implémentation, c'est quoi? C'est cette classe, celle qui contient le code véritable pour pouvoir calculer la majuscule et la minuscule. C'est pour ça qu'ici, je vais simplement utiliser le mot-clé VB-getType, l'équivalent de typeof en C#, et je vais dire que je m'apprête à exposer en fait cette classe. Voilà, c'est tout. Maintenant, à partir du moment où mon host a été rendu disponible, je vais pouvoir définir le fameux CBA ou ABC, peu importe l'ordre dans lequel vous allez le retenir, mais retenez qu'il y a 3 lettres, CBA, c'est le plus simple à retenir. Il va falloir que je décrive dans ce host quoi? Le C de contrat, le B de binding, pour décider quel est par exemple le protocole que je vais utiliser, et le A de adresse, pour dire où se trouve le service, pour que le client puisse venir s'y connecter. Donc pour pouvoir faire ça, on va appeler la méthode addServiceEndpoint qui, comme vous le constatez, vous demande en paramètre justement le fameux C de contrat, le fameux B de binding et le fameux A de adresse. Alors d'un point de vue contrat, quel est le contrat que j'implémente, qui est censé être implémenté par le host? Eh bien c'est tout simplement le contrat défini par l'interface. C'est bien l'interface que je veux exposer. Bien. Deuxième chose. Quel est le type de binding que je veux utiliser? Alors c'est quoi un binding? Un binding c'est un peu plus qu'un transport, c'est un peu plus que TCP et HTTP, c'est un transport, ça gère des notions de log éventuellement, d'encryption, etc. Moi pour l'instant, je vais simplement prendre un protocole très simple qui s'appelle Basic HTTP Binding. Donc globalement, retenez une chose, c'est que Basic HTTP Binding n'est rien d'autre que du SOAP. Enfin, une adresse. L'adresse sous laquelle va écouter ce host. Alors l'adresse, en fait, je l'ai déjà dans un fichier à côté, donc j'ai en fait une TUST, qui est le terme toulousain pour dire anti-sèche, sur la droite en bureau étendu, et donc je vais faire du copier-coller de temps en temps, de droite à gauche, sans que vous puissiez voir d'où ça vient. Voilà, à partir de ce moment-là, ça y est, j'ai fait quasiment 80% du travail, il n'y a plus qu'à décider d'ouvrir ce host. Et puis comme je suis propre sur moi, je vais décider de le refermer à un moment donné. Et entre les deux, si je laisse mon code comme ça, vous comprenez ce qui va se passer, la console va se lancer, le host va s'ouvrir, puis se refermer. Ce qui n'a pas un intérêt énorme si on veut faire une démo. Donc c'est pour ça qu'entre les deux, je vais simplement écrire dans la console, les services sont maintenant disponibles, et surtout faire un readline pour être sûr que la console attend qu'on puisse venir après. Je viens de faire le deuxième tiers. C'était pas bien compliqué, j'ai instancié une classe host, j'ai donné 3 paramètres, et c'est fait. Maintenant, il va falloir définir le client, celui qui va venir se connecter finalement à ce service. Alors le client, j'ai déjà créé une IHM pour gagner du temps. L'IHM est vide, il n'y a pas de code pour l'instant dedans, mais ça m'évite de perdre du temps à poser des boutons sur les formulaires. Voilà quoi ressemble l'IHM. Elle a un bouton qui permet de se connecter au service, et puis 2 boutons qui vont permettre d'appeler les fameuses méthodes majuscules et minuscules. Donc allons-y. Quel est le code à implémenter? Côté client, va falloir donc aller à un moment donné demander la création d'une instance de ma classe sur le serveur. Globalement, tout ça va passer par ce qu'on appelle une usine de channel, Channel Factory. C'est pour ça que je vais me définir une petite variable usine de channels as donc service model. Alors, première chose déjà, bien sûr, j'ai totalement oublié, il faut référencer bien sûr WCF, y compris depuis le client.
Donc il faut aller faire référencer l'assembly qui s'appelle system.serviceModel, comme tout à l'heure, la voilà. Et puis il faut aussi aller référencer quoi? Les projets que je compte appeler. Mais là, l'intérêt énorme, c'est que j'ai pas besoin d'aller référencer la librairie. J'ai pas besoin de référencer l'implémentation depuis mon client. Tout ce que j'ai besoin de référencer, c'est l'interface. C'est le contrat qui est exposé, c'est tout. C'est ça l'intérêt. Donc je fais OK. Et à partir de là, je me retrouve en fait ici avec une Channel Factory. Et on va noter qu'il y a une version générique de cette classe qui me permet de savoir quel est le type de contrat que je veux instancier. Et donc en C# on fait inférieur, supérieur pour les génériques. En VB on fait un off. Donc, ce que je vais faire ici, hop là, ce que je vais faire ici, c'est que ce que je veux implémenter comme type de contrat, ça n'est rien d'autre qu'un WCF interface i premier service. Voilà, donc je suis en train de lui dire à WCF, prépare-toi à me construire des classes de type i premier service. À partir de là, je vais faire un copier-coller, et lorsqu'on me connecte dans le bouton, je vais instancier cette classe. Et puis là, il y a des constructeurs, plusieurs versions. Pour l'instant, on va prendre un constructeur par défaut. L'intérêt maintenant d'avoir cette usine channel, ce fameux Channel Factory, c'est tout simplement de pouvoir faire ça. Regardez ça. Quand j'appelle create channel, regardez le type qui est renvoyé par cette méthode. Cette méthode me renvoie directement mon contrat, mon interface. Et donc, qui dit me renvoie mon interface, dit je suis capable d'appeler dessus toutes les méthodes qui ont effectivement été définies dans mon interface. Alors, pour la bonne cause, on va se créer une petite variable qui s'appelle mes services, de type justement WCF interface.i premier service, c'est le service que j'ai implémenté côté serveur, soit moi-même, soit un autre développeur, et le résultat de l'appel, je le mets là. Et maintenant l'intérêt, c'est que regardez, j'ai accès directement aux méthodes majuscules minuscules. La plomberie a été mise en place par WCF pour pouvoir l'appeler en distant. Alors, pour l'appeler en distance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller implémenter maintenant le bouton majuscule, puis le bouton minuscule. Alors pour faire ça, j'ai encore une fois du code que je vais écrire tout de suite pour gagner, enfin copier pour gagner du temps. Que fait ce code? Il vérifie simplement que l'usine de channel n'est pas nulle, qu'on est bien dans une situation de ouverte, c'est-à-dire que l'usine est prête à communiquer, à me donner globalement des instances. Après, j'ai plus qu'à appeler majuscule et mettre le résultat dans un label. Pas plus compliqué que ça. Je fais copier-coller, et pour la partie minuscule, au lieu d'appeler la méthode majuscule, j'appelle la méthode minuscule. Eh bien voilà, j'ai quasiment fait 90% du boulot, sauf que j'ai toujours pas implémenté CBA. Le CBA, il faut y penser systématiquement, non seulement côté serveur, mais côté client aussi. Alors le C, le B et le A. Si on vient ici, dans le constructeur, on se rend compte que l'une des versions qu'accepte le constructeur, c'est une version qui prend le B de binding et le A de adresse. Pourquoi il n'y a pas le C de contrat? Mais parce que le C de contrat, c'est déjà fait, c'est là. C'est ici que vous aviez indiqué que vous vouliez appeler des classes de type WCF interface i premier service. Donc il n'y a plus de besoin de spécifier le contrat. Par contre, il faut bien spécifier le binding. C'est pour ça qu'ici, je vais dire bon, mon binding consiste à appeler new service model.basic HTTP. Donc bien sûr, je reprends exactement le même binding que côté serveur, sinon ça ne marchera pas. Et deuxième chose, c'est l'adresse maintenant. L'adresse, c'est tout simplement un service model.endpoint address. Et dans le constructeur de cette classe, il va falloir que je passe l'URL à laquelle écoute le serveur. L'URL à laquelle écoute le serveur, la voilà. Donc ça écoute en HTTP sur le port 2605. Donc je reviens ici et je colle ça. Voilà. Bon, dernière petite chose à faire, on va essayer d'être un peu propre sur nous et donc éventuellement refermer les channels correctement quand on quitte l'application par exemple. Et c'est pour ça qu'ici, je me fais une petite méthode de cleanup. Que fait la méthode de cleanup? Elle n'est pas très compliquée, elle s'assure que l'usine de channel n'est pas nulle, qu'on est bien ouvert, et si on est ouvert, on referme la communication pour être propre. Et quand est-ce que j'appelle ce cleanup? Je l'appelle dans deux situations. Quand l'utilisateur quitte mon application, donc quand l'événement form closing est appelé, c'est qu'on quitte l'application, je referme proprement. Et la seconde situation, c'est imaginer l'utilisateur qui clique plusieurs fois sur le bouton se connecter. Ça serait peut-être bien de faire un cleanup avant, pour vérifier qu'on referme bien avant de réouvrir. Voilà, c'est fait. Maintenant, pour pouvoir exécuter tout ça, on va sauvegarder tout ça. Et on va compiler, déjà vérifier que ça marche. C'est bon, ça marche. Maintenant, on va exécuter. Alors, on va utiliser une des propriétés de Visual Studio dans les solutions qui permet en fait globalement de décider quels sont les projets qui vont démarrer. Donc là, je vais prendre en fait un démarrage de multiples projets et je vais dire que non seulement il faut démarrer le client, mais il faut aussi démarrer le host, forcément. Il faut qu'il y ait à la fois le côté serveur qui marche et le côté client. Voilà, je vais donc faire OK. On va exécuter la solution.
Donc là, vous devriez voir apparaître les services sont maintenant disponibles, ce qui veut dire que le host a bien été ouvert, puisque cette ligne-là arrive après le mot host.open. Donc côté serveur, je suis à l'écoute. Et maintenant, côté client, je vais faire un se connecter au service. Donc là, normalement, je viens d'instancier une classe sur le serveur. Et maintenant, j'ai plus qu'à l'appeler. Alors prenons un nom tout à fait au hasard. On va cliquer sur majuscule. Et vous voyez que non seulement la majuscule, bien sûr, marche, mais que c'est bien le host qui répond. J'ai écrit dans la console, là, donc la classe qui fait le calcul de la majuscule, écrit dans la console, et c'est bien dans la console, fait un console pour write line, et c'est bien dans le host que ça apparaît. Et si je fais une minuscule, c'est la même chose. Ok? Voilà, ça c'était la mise en bouche, c'était pour démarrer. Maintenant, ça va totalement à l'encontre de ce que Pierre vous a dit. C'est pas parce que je suis fâcheux, mais bon, ça va un peu à l'encontre, puisqu'il vous a expliqué globalement qu'il y avait maintenant deux mondes. Le monde des développeurs qui implémentent le code, sans se soucier de quel est le protocole et la plomberie qui va être utilisé pour le déployer, et le monde de l'administrateur. Celui qui ne sait pas comment ça a été implémenté, mais qui par contre sait parfaitement la topologie de son réseau, les ports à utiliser, les protocoles à utiliser. Or là, je l'ai fait un peu à l'ancienne, puisque j'ai codé dans mon code le fait de faire de l'HTTP, le fait de mettre les URL, etc. Donc là, c'était juste pour faire la mise en bouche, mais vous allez voir maintenant qu'on peut faire tout ça par des fichiers de configuration XML. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer comment on fait. On vient dans le host et on se crée un nouvel élément. Cet élément, c'est un élément de type Application Configuration File, donc le fameux app.config, qui est le fichier de configuration XML de n'importe quelle application.net. Visual Studio est sympa avec moi, il me met par défaut des choses pour pouvoir diagnostiquer mon programme. On va dire que je ne vais pas m'en préoccuper pour le moment. Et regardez le minimum à faire pour l'administrateur, sans qu'il ait forcément besoin d'accéder au code source, de faire. On va venir ici, donc notez l'IntelliSense au passage dans le app.config. Donc il y a une entrée qui s'appelle Service Model, vous reconnaissez, c'est typiquement le nom de l'assembly, justement WCF. Sous ce nœud XML, on va trouver un nœud qui s'appelle Service, qui va nous permettre de configurer un ou plusieurs services disponibles pour le host. C'est-à-dire que le host va rendre disponible aux autres. On va donc configurer un service. Ce service prend un paramètre qui est le type du service à implémenter. Et là, l'avantage, c'est que vous ne devez pas vous faire des nœuds au cerveau, hein. Vous revenez dans le code de votre host, et tout ce qu'il y a là, vous allez le transférer dans l'XML. Le type, c'est quoi? C'est cette classe-là. C'est ce type-là qui va être disponible, c'est celle qui contient le code. Donc vous venez là, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Une fois que vous avez défini votre service, vous allez pouvoir définir un ou plusieurs endpoints. Un même host peut exposer votre service en HTTP, en TCP, ou même en MSMQ, en asynchrone. Donc nous, on va faire endpoint, et là, vous retrouvez le triplet magique, contract, binding et adresse. Donc là, tout ça, ça commence à sentir les choses habituelles. Et là, c'est du copier-coller. Hein. Donc on vient dans mon module, on prend le contrat, CTRL-C, on revient là, CTRL-V. Le binding, on revient dans le code, CTRL-C, on revient ici, CTRL-V. Petit détail, commencez systématiquement les noms par des minuscules ici. Et enfin, l'adresse. L'adresse ici, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, eh bien je viens d'exprimer sous forme XML ce que j'ai écrit par du code ici. Et donc, qui dit que c'est fait par XML, ben maintenant je peux virer ce code-là. Ça fait toujours mal au cœur de virer du code comme écrit, mais là c'est pour la bonne cause. J'en ai plus besoin. Le développeur n'a pas besoin de se soucier de comment ça va être configuré, c'est l'administrateur qui le fera à la fin. Ok? Alors par contre, l'inconvénient maintenant, c'est que le host, il ne sait pas comment on a été configuré. Il n'en a pas besoin, hein, mais pour vous, pour que vous puissiez voir comment tout ça, ça marche, je vais rajouter un petit bout de code qui va vous montrer qu'on est capable en fait d'énumérer, dès que je l'ai retrouvé ici, on est capable d'énumérer au niveau du host tous les listeners qui sont en place. Donc en fait, grâce à votre host, vous avez une collection de endpoint listeners, et là qu'est-ce que je fais? Je boucle pour savoir sur quel type de listener je suis en ce moment. Voilà, ça c'était la configuration XML côté serveur. Là, vous n'avez pas besoin de ce code, hein, c'est juste pour votre information que je le fais, pour que vous puissiez voir comment on héberge les choses. Bien, maintenant le client. Le client, il n'est pas en reste. Lui aussi, j'avais hard-codé dans mon code le fait que je fais du basic HTTP. C'est pas bon ça. Donc vous allez faire exactement la même chose. Créer un fichier de configuration XML. Donc supprimer ce que Visual Studio vous fait par défaut, si vous n'en avez pas besoin. System.service-model. Et là par contre, on est côté client. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le nœud XML qui s'appelle client. Le nœud XML qui s'appelle client, qu'est-ce qu'il prend comme entrée? Endpoint. Alors là, c'est là que vous allez définir le endpoint. Alors là, c'est pas les, c'est le endpoint. À un moment donné, un client, il se connecte en utilisant un et un seul endpoint à son serveur. Donc on va faire le endpoint, et là, c'est sans surprise que vous allez retrouver nos fameux CBA. Hop. Mais ça, je ne l'ai pas déjà écrit en fait. J'ai l'impression d'avoir déjà écrit ça. Donc je vais venir dans le fichier de configuration du serveur, faire un CTRL-C, venir dans le client et faire un CTRL-V. Voilà.
C'est exactement la même configuration, bien sûr. C'est les mêmes attributs, les mêmes documents XML. Maintenant, la seule différence, c'est comment dans le code, je vais dire à mon client, je veux que tu utilises le document XML pour trouver comment se connecter au service. Alors rappelez-vous ici, c'est ici, en dur, que j'écrivais que je voulais du basic HTTP et l'endpoint address. Et bien ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer tout ça et vous montrer qu'il y a en fait une version du constructeur qui demande un endpoint configuration name. Sous-entendu, le nom d'une configuration dans votre document XML qui décrit comment s'y connecter. Alors ce nom, on va l'appeler comme ça. Ici, je suis où? Je suis là. Entre guillemets, je vais mettre le nom de ma configuration ici. Et où est-ce que ce nom de configuration va apparaître? Il va apparaître tout simplement dans le client, qui est donc celui-là, le client. Ici, vous avez un quatrième attribut qui s'appelle name. Et donc il suffit simplement de donner un nom à ce... Donc je vais reformater tout ça. Il suffit simplement de donner donc un nom à votre endpoint. Et ce nom, vous y faites référence après, depuis votre code. Bien, on va compiler tout ça et on va vérifier que ça marche. Donc là, normalement, j'ai plus de code en dur dans mon application qui décide de comment je me connecte. Notez que ma boucle maintenant me permet de me renvoyer dynamiquement dans mon host quel est le protocole qui est utilisé et sous quelle adresse on écoute, sans l'avoir connu forcément dans mon code. On se connecte, on va écrire pareil. J'espère que ça donne des boutons à personne. Et voilà, et ça continue à marcher. Bien, alors maintenant, j'ai lancé tout ça depuis Visual Studio. Donc on n'a pas forcément une idée très précise de qu'est-ce qu'il faut déployer finalement sur le serveur. Donc c'est pour ça qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je me suis préparé un petit script qui est ici, CTRL-C, je vais venir là et je vais utiliser des particularités en fait de Visual Studio. Je vais aller dans le host, propriété, compile, venir là, build event, et ici c'est des événements qui ont lieu avant la compilation ou après la compilation. Et vous pouvez écrire des commandes ici, des commandes au sens console. Et ces commandes seront exécutées systématiquement soit avant la compilation, soit après. Donc moi ce que je fais, c'est qu'après la compilation, je décide de déployer le minimum dont j'ai besoin côté serveur dans un répertoire qui s'appelle Machine Server et qui est sur le répertoire D. Donc je fais OK, OK, je vais dans My Computer, D, je me crée ce fameux répertoire, donc il est vide par défaut, et je vais faire exactement la même chose côté client. Et comme ça, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut véritablement déployer dans chacun des cas, dans le côté serveur et dans le côté client. Je viens dans client, compile, build event, edit post build, je colle, et là cette fois-ci, je suis en train de déployer dans un répertoire qui s'appelle machine client. Donc, je fais OK, je sauvegarde, je copie ça, je viens ici, je crée le répertoire en question, et maintenant je vais déployer. Et le fait d'avoir déployé, normalement, côté serveur, il m'a créé ce qu'il fallait, donc vous constatez qu'il faut bien sûr le host, le document XML, et les deux DLL, à la fois l'interface et l'implémentation. Par contre, côté client, l'intérêt, c'est qu'il y a besoin simplement du client, du fichier de configuration XML et de l'interface, pas d'implémentation. Bien, maintenant on va déployer ça. Alors on va en profiter en plus pour déployer ça sur une vraie machine, sous-entendu une autre machine que celle-là. Parce que pour l'instant je fais tout sur la même machine, donc on peut voir que ça marche. On va ouvrir une session TS, RDP, sur une autre machine qui s'appelle Win2K3 Bello 2, qui n'est pas celle où je suis, mais qui est celle qui est juste à côté ici. Vous constatez qu'il y a un répertoire D qui est vide pour le moment. Je vais ici m'y connecter par du réseau cette fois-ci, à ce répertoire D. Et je vais copier maintenant, je suis sur D plutôt, pardon. Je vais copier maintenant le répertoire machine cliente. Donc, je copie machine cliente par réseau, et vous devrez le voir apparaître, voilà, sur le serveur. Alors maintenant on va tester si ça marche. On va lancer donc le host est là, on va venir ici, on va lancer la machine cliente, on va se connecter au service, on va dire Marseille, donc on va faire majuscule, et là le problème c'est qu'on a oublié un petit détail, c'est qu'effectivement dans le document XML il y avait une référence à localhost. Donc évidemment le client en local il n'a pas le service, donc là je vais rapidement modifier ça, j'édite mon fichier de configuration XML ici, côté client cette fois-ci. Je dis que c'est pas localhost, mais c'est bien le nom du serveur qui s'appelle Win2K3-Bello, et non pas Bello 2, donc c'est l'autre machine. Je sauvegarde ça, je lance, je me connecte, je fais Marseille, et là, ça marche sans problème, à moins que j'ai un bug.
Donc effectivement, j'ai un énorme bug puisqu'il me dit, ben non, je suis désolé, j'arrive toujours pas à me connecter à ton service. En fait, c'est pas tout à fait un bug, c'est un problème d'administration. Le firewall. Le firewall bloque tout arrivé sur le port 2605. Je vais régler ça tout de suite. On va venir ici, configuration de la carte réseau, Advanced, Settings pour le firewall, exception, et je vais dire qu'au fait, tu vas considérer que je te mets une exception que je vais appeler WCF host, dont le port est 2605. Et à partir de maintenant, tu laisseras passer les appels extérieurs sur 2605. Je sauvegarde tout ça, je fais OK, et sans même redémarrer mon application, je fais simplement continuer, je reclique. Et là c'est bon, le port est ouvert et le serveur est prêt. Merci beaucoup. OK. Alors, donc maintenant, on va continuer un petit peu notre découverte de WCF. Je vais simplement vous montrer rapidement quelque chose, c'est que dans côté serveur, côté configuration XML, l'avantage c'est que l'administrateur, maintenant, à n'importe quel moment, il peut dire bon, c'est bien d'écouter en HTTP, mais c'est peut-être un peu lent en HTTP, surtout qu'on fait du XML. J'aimerais bien que mon service soit également disponible en net TCP, voulant dire .NET TCP. Et donc du coup, je veux que mon service soit non seulement disponible en net TCP, en HTTP sur 2605, mais en net TCP sur 1993. C'est marrant, 2605-93, ça me rappelle vaguement une date. Je laisse ça au fouteux. À partir de là, c'est le simple fait d'avoir fait ça. Côté client, il suffit que je change maintenant le même paramètre. Ici, pour ceux qui ne suivent pas, c'est le jour où Marseille a gagné la C1. La seule de France. Et donc, 1993, net TCP. Je fais la même chose maintenant côté client. Je compile tout ça. Donc normalement, il m'a tout déployé à nouveau sur les fameux répertoires. Je viens sur serveur, je lance le host. Donc là, vous voyez maintenant que le firewall de Windows, comme on n'est pas niveau, on est au niveau TCP, il dit attention, il y a un host qui essaie d'ouvrir un port, et en l'occurrence c'est le port 1993. Je dis ok, vas-y, fais-lui confiance. Vous voyez maintenant que mon host écoute sur 2 listeners et que le client maintenant, qui est ici, je le lance, il se connecte. Allez, on va changer. Paris, majuscule, ça continue à marcher, sauf que maintenant on est en net TCP, côté serveur et côté client. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer notre découverte ici. On va ouvrir un projet. On va se poser la question... où est-ce que je suis? Excusez-moi. Oui, c'est pas du tout là que je suis là. C'est dans Démo 5. Voilà. Comment on fait pour appeler l'existant? Est-ce que WCF, ça signifie la mort des web services? Absolument pas. WCF, c'est une unification du modèle de programmation du distribué. Mais ça n'empêche en rien de continuer, bien sûr, à appeler des web services, d'utiliser des web services, d'utiliser MSMQ, d'utiliser ComePlus. Donc ici, en fait, j'ai simplement un petit programme, une petite IHM, qui est censé appeler un web service disponible sur Internet. Donc on va y aller. Je me connecte à l'URL. Donc dès que la machine se réveillera du sommeil de la nuit, à moins qu'il n'y ait plus Internet, si c'est bon. Donc il y a une méthode qui s'appelle liste des livres dataset, on va cliquer dessus, et celle-là en fait en gros donne-moi tous les bouquins compris entre 0 et 100, et ça va renvoyer quoi? Sous forme d'un dataset, tous les bouquins de la collection MS Press, dont le prix est compris entre 0 et 100. J'aimerais donc pouvoir appeler cette URL depuis WCF. Donc je copie l'URL, je viens ici, on vous avait donné l'habitude du add reference, du add web reference, pour aller référencer un service web et faire du SOAP, et bien regardez ce qu'il y a maintenant, add service reference. Et la différence ici, c'est qu'effectivement, vous avez donné une URL vers votre contrat SOAP, mais par contre, la technologie qui va être utilisée pour l'appeler, c'est WCF. Donc on va utiliser la plateforme de communication pour aller appeler votre URL. Donc en gros, je vais nommer ça, bougez pas, je vais nommer ça MSPress, ici. À partir de là, l'intégration de WCF dans Visual Studio va générer pour moi tout le code nécessaire pour pouvoir appeler ce web service. Et donc du coup ici, le code revient simplement, je vais faire un copier-coller, à faire une instantiation du proxy WCF qui a été généré et d'appeler tout bêtement la méthode liste des livres. Ça me renvoie un dataset, je prends la collection des tables, je prends une table et je remplis ma liste box. On va vite aller là-dessus. Ah oui, alors là c'est un petit bug de la version bêta actuelle de WCF, il faut mettre en commentaire ça. Et en fait il y a deux bugs. J'avais oublié celui-là. Maintenant, il y en a un deuxième qui va apparaître ici. Voilà. Et en fait, il dit, j'ai pas pu trouver le endpoint. Donc, sachez que, je peux pas vous montrer avec la loupe parce que la fenêtre disparaît. Sachez que si vous rencontrez ça dans les versions actuelles, c'est que quand vous faites add service reference, regardez ce qu'il a fait. Il a ajouté un fichier de configuration XML. Et dans ce fichier de configuration XML, il a fait quoi? Il a fait du WCF. Et notez au passage qu'ici, globalement,
Le endpoint ici, au lieu d'utiliser un binding nommé, basic HTTP binding, ça c'est la deuxième manière de faire, vous allez pouvoir customiser les bindings qu'on vous donne par défaut. Le HTTP binding par exemple, c'est SO par défaut. Ben, vous allez pouvoir le customiser, donc c'est ce que fait exactement cette ligne-là. Il crée une configuration qui s'appelle Event 360, que vous retrouvez ici, et là il customise tout. Vous allez pouvoir allouer la taille des messages, par exemple, décider qu'est-ce qui revient, comment ça part, etc. Donc le bug dont je vous parlais, c'est qu'ici, votre projet s'appelle client SMX, et en fait, l'utilitaire de création du proxy, il oublie de rajouter ça, puisque votre proxy se trouve dans ce namespace-là, et c'est pour ça qu'il ne trouve pas la classe. On fait F5, et là, ça devrait marcher, à moins que j'ai une erreur qui est the max message, alors je vais vous la copier dans le notepad, ça aussi ça vous arrivera. The max message size est 65K et on a dépassé ça. C'est-à-dire que quand j'ai appelé la liste de mes bouquins, le retour a dépassé largement 65K. Donc là, c'est exactement un exemple d'aller toucher au fichier de configuration XML pour changer les données. Alors, vous revenez ici et vous constatez ici qu'il y avait un max message size. Et que par défaut, on vous génère ça à 65 kg. Rien ne vous empêche de rajouter un 0 et de dire j'autorise les messages jusqu'à 655 kg. Je sauvegarde, je refais F5. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un exemple de custom binding. Je fais mon appel web service et voici les bouquins, les 500 ou 600 bouquins qui reviennent. D'accord? Voilà, donc là c'était un deuxième exemple, custom binding, comment on peut faire ça tranquillement. Oui. Juste un petit complément là-dessus, ne soyez pas effrayés par ces fichiers de config, vous aurez dans les versions finales des utilitaires pour les faire avec un wizard, qui vous montre tous les blocs que vous avez à votre disposition. Voilà, merci mon Pierrot. En fait il existe déjà l'outil, si j'ai un petit peu de temps à la fin je vous montrerai. Alors, démo 6. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est, dans l'exemple que j'ai pris, j'appelle un service majuscule qui renvoie un type simple, une chaîne de caractères. Bon, c'est génial pour les démos Dev Days en 2006, mais bon, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez dire il est sympa avec sa chaîne de caractères et son entier, mais comment je fais pour envoyer mes types? Les propres classes que j'ai écrites, mes employés, mes factures, mes lignes de commande, etc. etc. Et c'est pour ça qu'ici, dans cet exemple, regardez ce que j'ai fait. Je me suis défini une deuxième interface qui s'appelle e-service très avancé. Cette interface expose une méthode qui s'appelle appelez-moi le taulier, qui est le taulier du Dev Day cette année, et qui renvoie quoi? Une classe de type employé. Et cette classe, c'est la mienne, c'est pas un type de .NET, c'est moi-même qui l'ai écrite. J'ai écrit cette classe où? Dans ce projet. Ok, donc que contient cette classe? Une propriété qui s'appelle nom, prénom pour l'employé, et jour de naissance. J'aimerais maintenant exposer cette classe en WCF. Et là, par contre, ça veut dire que la classe sera instanciée côté serveur, puis elle sera transportée jusqu'au client, et le client après pourra la manipuler localement, sur son poste. D'accord? Donc comment on fait ça? Eh bien la DLL à référencer s'appelle system.runtime.serialisation. On va faire effectivement de la serialisation et c'est l'autre pan de WCF. Vous allez cocher ça et regardez maintenant comment on va décider qu'on fait la serialisation. Runtime.serialization.data-contract. Voilà, vous positionnez tout bêtement un attribut devant votre classe qui dit vous voulez que cette classe soit disponible sur le client mais pas à distance, qu'elle soit rapatriée sur le client en tant que valeur. Après, c'est le même principe. C'est pas parce que vous avez décidé d'exposer votre classe sous forme de data contract que vous voulez nécessairement que toutes les propriétés soient exposées. Peut-être que vous voulez exposer que 3 propriétés sur les 10 qu'il y a, que celles qui sont nécessaires au client à la fin. Et c'est pour ça qu'on va vous demander maintenant de définir très précisément quels sont les